quel domaine on peut le résoudre? L'agriculture. Et on a la capacité aujourd'hui de transformer l'agriculture avec du business qui fait de l'agro-business. Ça veut dire qu'on peut avoir, et le docteur l'a dit, pas mal de terres érables, notamment sur le Congo. Rappelons aussi que le deuxième bassin forestier au monde, c'est le bassin du Congo. Parce que les gens parlent toujours, évidemment, d'Amazonie et du reste du monde, mais le bassin du Congo, c'est le deuxième bassin forestier au monde. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément d'opportunités. Et moi, je dis aux nôtres qui sont ici, parce que nous sommes la diaspora, l'avenir, les amis, il s'écrit sur notre continent. Mais l'avenir, il s'écrit sur notre continent avec un mot important, l'humilité. Il ne faut pas que quand on parte d'ici et qu'on rentre dans nos pays, on a l'impression que, comme on a fait HEC, Sciences Po, la Sorbonne, le pays nous attend. Il y a des gens, vous voyez ce qu'a fait le docteur, vous voyez la carrière brillante qu'il a, il y a des gens qui sont sur le continent et qui s'en sortent. Et on va souvent être nous-mêmes dans un sentiment dans lequel on va toujours parler de choses qui nous opposent, de choses qui nous séparent, de choses qui nous différencient. J'ai échangé récemment avec le Premier ministre de Tanzanie en lui disant que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas assez de business entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. C'est le même continent. Donc il faut qu'on soit nous-mêmes d'abord conscients de la valeur qui est la nôtre. Parce que demain, quand les investisseurs viennent pour investir chez vous, arrêtons ce sentiment de toujours dire merci de venir investir chez nous. Quelqu'un vient gagner l'argent chez toi, tu le remercies. Est-ce qu'il vient parce que tu es beau? Oui, moi je suis du Cameroun. C'est le continent, on est un peu... D'accord, vous connaissez. Quand même. Non, quand même. Mais, vous savez quand même vous-même que les gens qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils sont conscients qu'on a un territoire d'opportunité. Et la réalité, c'est que tous ces gens-là, ils viennent chez nous parce qu'ils viennent investir. Et nous, on ne met pas assez la valeur de ce qu'on porte, de ce qu'on est, qui fait que dans les négociations, on ne peut pas bien signer des contrats. Et on ne se tend pas assez la main. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que moi je fais du sud-sud. Et j'ai aimé, cher docteur, tout à l'heure le Joker, parce qu'on peut le surnommer comme ça. Il a été impressionnant dans la réalité du terrain. Parce qu'en fait, moi je considère, et c'est ce que je partage aussi avec ma grande sœur qui est ici, la capacité de se tendre la main. Et quand vous avez des grandes dames, comme Marjorie Saint-Lô, qui porte aussi cet engagement de rêver sa vie, de vivre ses rêves, et de tendre la main à ses petits frères et ses petites sœurs, c'est comme ça qu'on doit faire, les amis. C'est pas toujours attendre. Et le jeune homme tout à l'heure a dit, oui, moi j'ai pas de réseau, mon papa n'est pas quelqu'un, ma maman n'est pas quelqu'un. Mon cher frère, moi mon papa n'est pas quelqu'un, ma maman n'est pas quelqu'un, mais on a réussi en se tendant la main avec Nissi, avec Elisabeth, avec Marjorie, avec Grace, avec tous les grandes sœurs, de se tendre les mains les uns les autres. Parce que souvent on pense que quand on est africain, la réussite est individuelle. Non, les amis. On pense souvent que quand on est entrepreneur, on va réussir tout seul. Ceux qui vous ont dit ça, pardon, moi je suis ici pour dire la vérité, ils vous ont menti. La réussite, elle est d'abord collective. Alors, je suis Charlotte Bibog, je suis entrepreneur agricole, mais à la base ingénieur en informatique. Je vais commencer justement donc, par ma petite histoire, donc pour mieux vous faire comprendre pourquoi vous aussi, ici dans cette salle, êtes tous et toutes entrepreneurs agricoles et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent et important pour chacun d'entre nous de véritablement investir dans ce domaine clé de nos économies, non seulement pour l'émergence du continent, mais également pour une véritable création de richesses. Quand on sait, il faut le dire, que les futurs milliardaires et millionnaires du continent et même donc de l'extérieur viendront en majeure partie de ce secteur agricole et agroalimentaire en Afrique. Ce sont les propos du président actuel de la BAC qui va partir, Dr Adesina, et ce sont également les propos des plus grands experts en la matière. Alors, en qualité d'ingénieur en informatique, je commence une carrière donc chez Microsoft et donc au bout de quelques mois, je suis en fait un collègue qui avait un train de vie assez intéressant, disons même très intéressant, un grand créateur de richesses qui était quasiment toutes les 2 semaines donc au Cameroun. Et au détour d'un déjeuner, nous sommes en 2001, je lui pose la question de savoir comment il fait justement pour mener ce train de vie-là. Et il me répond, mais je suis dans l'investissement agricole. Et je commence à rigoler. Je rigole.
parce que tout au long, en fait, de mon enfance, de mon parcours académique, etc., on nous a toujours inculqué l'idée selon laquelle l'agriculture et l'agroalimentaire sont les secteurs dédiés à celles et ceux qui ont raté leur vie. Et là, je me dis, il faut quand même que je commence à m'intéresser pour savoir, en fait, comment tu arrives à faire ça, parce que je suis également, donc j'ai cette ambition-là de créer de la richesse avec mon Afrique. Et c'est comme ça que je commence, en fait, à m'intéresser au secteur. Et quand on s'intéresse au secteur, on fait souvent, en fait, on a souvent une vision un petit peu limitée, en fait, de notre Afrique en la matière. Si je dis agriculture ou entrepreneuriat agricole ici à 10 personnes, je suis persuadée qu'il y en aura 9 ou 8, en fait, qui auront le réflexe production. Alors qu'en fait, la production, c'est tout simplement un pôle de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. Donc, je vous dirai pourquoi je dis ce propos-là. Je vais en Afrique, j'achète des terres, j'essaie de m'engager dans la production de cultures vivrières, etc. Un projet bien structuré, mais c'était un gros échec. Donc avec mon époux qui est dans la salle, on a perdu énormément d'argent. Nous sommes en 2001, les parents crient au scandale. Ah, cet enfant, on t'a envoyé à l'école et toi, tu le ramènes en bourse et tout. C'est toujours des affaires vraiment à un centime. Et donc, de là, je me dis, il faut que ça marche. Et à l'époque, on avait en France ce qu'on appelait l'Agence pour la création d'entreprises. Et je me dis, je vais créer, en fait, l'équivalent, mais dans le domaine agricole et agroalimentaire. C'est comme ça, en fait, que je lance avec un collectif d'entrepreneurs de cadres, africains et non-africains, on lance la plateforme Afrique Relais du Monde, qui est aujourd'hui un think tank dédié à la promotion donc de l'investissement dans le domaine agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Et là, on va de découverte en découverte. Une Afrique, mais véritablement dotée de manière divine par un potentiel exponentiel. On a plus de 60% de terres arabes mondiales. Je dirais même 65%, comme l'a dit Madame la ministre Moreno ce matin. On a un potentiel hydraulique, mais qui reste largement inexploité. Et enfin, on a un marché attractif qui fait aujourd'hui les appétits en fait du monde entier. Effectivement, ces forums Chine-Afrique, Europe-Afrique, je sais pas, Japon-Afrique, etc., ben, ils ne pensent pas par rapport à nous, ils pensent par rapport à eux, parce qu'ils ont également un enjeu qui est celui d'assurer la sécurité alimentaire de leur population, qui est celui de créer de la richesse pour leurs États, et ils ne nous attendent pas. Et on a ce potentiel-là, malheureusement, il reste inexploité encore aujourd'hui. Au monde, il s'appelle la Norvège. La Norvège est le premier producteur des poissons qu'on appelle les thons, et nous mangeons tous ici. Quand vous y arrivez, vous allez voir qu'ils n'ont pas beaucoup de choses. Mais ils ont développé cela et ils exportent cela dans plusieurs nations. Donc je crois vraiment que c'est un domaine où il y a beaucoup d'opportunités et nous devons vraiment encourager cela. J'ouvre juste une parenthèse. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec les taxes ou l'élimination, je ne sais pas si on va renouveler les systèmes qu'on appelle AGOA, mais il y a des gens qui en profitent pendant ce moment. Je connais quelqu'un au Nigeria qui exportait les avocats pour une maison de cosmétiques et il était en train de regretter alors qu'il y a toutes ces mesures aux États-Unis. Lui, il vient d'avoir un nouveau contrat. Parce que pour quelqu'un qui dit que non, il ne veut pas qu'il arrête d'exporter ses avocats, il veut les préfinancer. Parce que les avocats qu'il lui amenait, qui venaient du Nigeria, c'était de bonne qualité. Donc pour contourner ce qui se passe aujourd'hui, il préfère faire un préfinancement, donc acheter des avocats déjà pour 3 ans. Donc nous insistons dans notre forum, il ne faut pas vous mettre vous-même des forteresses. Il ne faut pas vous mettre vous-même des barrières. Même dans les situations les plus compliquées, ça peut être une opportunité pour que tu commences une chose qui est petite aujourd'hui, mais demain, elle peut devenir grande. Et il rêve, demain, il se dit, si là, il termine ce contrat qu'il est en train de faire, 3 ans déjà d'avance si on lui paye. Donc il sera vraiment une grande structure agricole. Donc c'est très important de voir qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ces domaines-là. Je ne suis pas MC, mais je vais faire un effort pour que nous puissions
terminer à temps parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Je préfère m'arrêter moi personnellement là. Merci beaucoup, Dr Jean-Clément Derouilaye. Merci, docteur. Bonjour, moi je m'appelle Ali Gallo, je suis dans la production audiovisuelle et l'agriculture, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. J'ai commencé un projet agricole en Centrafrique, à Bangui spécifiquement. Et ma question aujourd'hui pour vous poser, c'est la transformation alimentaire. C'est vrai qu'on parle de production, on parle de champs, mais aujourd'hui on produit énormément dans des pays d'Afrique, mais on ne la transforme pas. La matière première qui est produite, elle est plus ou moins exportée vers l'extérieur, et on a ce problème de transformation. Je prends l'exemple du cacao, je prends l'exemple du bois, tout est coupé, mais transformé. Et quand on parle de transformation, on sait que lorsqu'on transforme la matière, il y a un plus-value dessus, et c'est un plus-value que nous, Africains, on n'en bénéficie pas. On prend l'exemple du bois, par exemple, qui est produit, coupé en Afrique, transformé par IKEA, et qui en fait des meubles, et derrière qui prend des plus-values. Et je veux savoir qu'est-ce que... Je sais qu'actuellement, c'est déjà se nourrir et produire, c'est déjà des gros challenges, mais je pense que la prochaine étape, c'est aussi penser à la transformation agricole. Donc voilà ma question. Je voudrais répondre à cette question, je pense qu'elle est très capitale. Récemment, à Kinshasa, lors de l'avant-dernière conférence, il y a une jeune fille qui a une petite unité dans le domaine de l'agriculture, elle fait de la confiture. Mais elle le faisait d'une manière un peu artisanale. Et quand on a vu cette idée, on a dit qu'on pouvait prendre l'idée pour que ça soit un peu industrialisé. Elle le faisait dans les plastiques. Et je lui ai dit, la bonne confiture, quand on la fait, on la présente, quand c'est dans les verres, en verre, c'est propre. Et j'ai pris un contact plus facile parce que j'avais quelqu'un qui avait commandé en Chine. Et la personne a amené son idée. Donc, pour pas simplement industrialiser, pour que ça soit un peu propre, on a fait des commandes, des bocals en verre à partir de la Chine avec bien imprimé. Moi, je pense que ce n'est pas simplement dans les domaines agricoles. Dans presque tous les domaines, la chaîne de valeur coûte trop cher. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo produit une grande quantité de lithium coltan. Quand vous avez un véhicule électrique Tesla qui te coûte 55 000 ou 50 000 euros, la matière première dont nous parlons tous, ça peut être 3 000 ou 4 000 dollars. Mais ce qui a coûté la valeur de ces véhicules, c'est cette chaîne de valeur, la transformation pour qu'on arrive jusqu'à la fin. Et jusque-là, en Afrique, on est encore en retard. C'est pour cela que nous avons choisi, quand vous voyez, nous parlons des numériques, nous parlons des énergies renouvelables. Nous pouvons commencer quelque part. Je parle toujours en République démocratique du Congo. Il y a des années passées, en arrière, on prenait les cuivres qui sortaient de la République démocratique du Congo à 98%. Juste pour faire 1%, pour que ça s'appelle cathode, on a amené ça à Hoboken en Belgique. Alors qu'aujourd'hui, on a amélioré. On est en train de faire du cathode en République démocratique du Congo. Moi et mon frère partenaire avec qui nous avons parlé, nous sommes les Congolais où nous avons un grand gisement de lithium congolais. Un grand gisement de lithium en République démocratique du Congo. Quand vous vendez une tonne, vous pouvez aujourd'hui vendre les bruts à 700 dollars américains. Et quand vous avez 1 million de tonnes, quand on vous propose les bruts à 700 000 dollars, vous voyez comment vous devenez un grand millionnaire. Vous êtes très content, vous acceptez facilement. Alors que si vous prenez les mêmes produits,
vous les transformez sur place pour avoir les carbones de lithium. Les produits qui coûtent aujourd'hui pour l'exporter à l'état brut à 700, vous allez les vendre à 30 000. Donc si vous travaillez, même si pour arriver au niveau des carbones et des lithium, même si ça vous coûte 3 000 $ pour la production, plus ce qu'on peut appeler, il y a un travail, le mining, il faut vraiment, en tout cas, même si vous allez à 5 000 des dépenses, et que par tonne, vous allez avoir à produire, à être payé à 25 000, ça sous-entend que si vous avez 1 million, calculez vous-même 1 million multiplié par 25 000. Donc vous pouvez aller directement dans les milliards. Et pour faire ces choses-là, ça demande aussi de temps en temps de la patience. Et nos États, et les politiques, et même les entrepreneurs, on veut le café instantané. On veut gagner en une fois, alors qu'il y a des choses où on peut gagner aujourd'hui. Quand vous gagnez, vous avez déjà une assiette. Il y a des choses où il faut être patient. C'est vrai qu'il y a des opportunités, mais ce qu'on voit par exemple en France aujourd'hui, c'est aussi une réalité qui est que ceux qui gagnent de l'argent avec l'agriculture, ce sont surtout la grande distribution, où ce sont les grosses exploitations, et que derrière, il y a beaucoup de gens qui sont appauvris, que ceux qui travaillent vraiment la terre. Comment est-ce que vous voyez ça pour l'Afrique? Comment justement ne pas tomber dans le même piège, hein? Disons que la réalité est quasiment la même, si ce n'est pire, en Afrique. Vous avez une paysannerie qui reste quand même délaissée par le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a dit donc lors des diverses interventions. Nous sommes là également, ici, pour créer des ponts entre les diverses cibles qui contribuent justement donc, à créer de la richesse sur le continent. Et il s'avère que la paysannerie le fait depuis belle lurette, mais n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, il faut absolument œuvrer pour de véritables partenariats gagnant-gagnant entre les coopératives rurales, qui en général représentent la paysannerie, et le secteur privé, donc représenté par les diverses PME, TPE, etc. Et c'est d'abord une question de volonté politique, de volonté des uns et des autres. C'est également une question d'engagement. C'est enfin une question d'éveil de la conscience pour comprendre que le changement, il va s'opérer tous ensemble et non les uns contre les autres. Voilà. Donc ne pas tomber en fait dans les travers de l'Union européenne avec la zone de libre-échange. Alors, écoutez, on a effectivement cette réalité ici qui n'est pas belle du tout pour la paysannerie. Et en Afrique, c'est encore pire, comme je l'ai dit. On est dans un contexte de libéralisation des prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi concrètement, madame? Quand vous avez des produits du petit producteur africain qui arrivent sur le marché, ils ne sont pas du tout compétitifs par rapport même à ce qu'on trouve sur le marché qui émane en fait des importations massives de denrées alimentaires. On ne fait pas le poids. Je pourrais tout simplement vous dire que paysannerie africaine, paysannerie européenne, le combat est le même. Le combat africain est encore pire et encore plus délicat parce que là-bas, les petits paysans, les petits producteurs n'ont même pas les subventions. Vous voyez? Donc il faut prendre en considération les divers écosystèmes et il faut bâtir les ponts qu'il faut pour avancer ensemble. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors, on est sur le Forum des richesses africaines. Alors, je vais vous demander de vous présenter parce que vous avez un parcours qui lui aussi est très riche. Absolument. Je suis Aurélie Ganga, née au Congo-Brazzaville, mais je suis congolaise tout court parce que pour moi, les deux Congos, c'est la même chose. C'est la conférence de Berlin qui les a séparés. Et j'ai fait ma carrière ici, une première carrière en tant que journaliste politique, où j'ai commencé à Canal+, après un tour à France 24 et à France Soir. Et puis après, j'ai couvert la campagne d'Obama en 2008. J'ai pu interviewer Michelle Obama à Denver. Et ça a été vraiment un moment d'émotion. Et j'ai toujours rêvé à une Afrique forte, puissante. Et ça, pour qu'on puisse y arriver, nous devons, comme des forums d'aujourd'hui, permettre qu'il y ait une unité dans la création d'entreprises et la création de richesses. Il ne faut plus seulement être sur des matières premières. L'entrepreneuriat, c'est les PME, les PMI qui sont le plus grand bastion d'emploi.
Et on a des terres érables très importantes. Il ne faut pas tous aller dans le pétrole ou dans les matières premières. Par exemple, l'agriculture est quelque chose de très important. Il est dommage qu'aujourd'hui on importe des poulets venus de Pologne qui au niveau de la taxe carbone avec les avions coûtent trop cher, alors qu'il y a les poulets locaux qui sont de meilleure qualité et qu'on pourrait vraiment mieux utiliser, mieux exploiter ces filières. Donc je suis une africaine complètement intégrée et je souhaite que tous nos compatriotes sachent comment l'Afrique est au cœur de la transformation numérique. Comme vous le savez, c'est le coltan de la RDC qui permet à l'industrie aérospatiale, militaire, informatique, téléphonie de pouvoir marcher, et que s'il n'y a pas le coltan de la RDC, puisqu'on a les plus grandes réserves mondiales là-bas, eh ben, ça ne marche pas pour l'Europe. Donc nous devons rentrer dans un partenariat win-win, c'est-à-dire qu'on a les matières premières, ils peuvent les exploiter, mais il faut que la transformation se fasse sur le continent. Parce que plus le continent va pouvoir transformer, notamment en RDC, on pourra créer des hôpitaux, aider à avoir une meilleure scolarisation, finir les matières premières, les transformer nous-mêmes. Et donc voilà, on n'est pas contre l'Europe, il faut que l'Europe accepte une nouvelle vision du monde où il y a une transformation. Et je veux que les gens sachent aussi que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée d'une part parce qu'il y a eu beaucoup de soldats africains qui ont été en première ligne durant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, mais qu'ils sachent aussi qu'aujourd'hui, en fait, la transformation numérique ne peut pas se faire sans la souveraineté numérique de la RDC. Voilà. Ça va être aussi il y a un des enjeux de la zone de libre-échange, ça va être aussi celui-là, et puis ça va être aussi de finalement renverser un petit peu peut-être les rapports de pouvoir. Est-ce qu'on peut espérer justement un basculement, que ce soit à un moment donné, le Sud soit l'avenir de ce monde? En fait, le Sud a toujours été l'avenir du monde, du commerce triangulaire. Dès que les Occidentaux sont venus chez nous, c'est ces valeurs-là qui leur ont permis de pouvoir se développer aussi. Et ensuite, il y a eu la colonisation, comme vous savez, un moment difficile. Mais il faut que maintenant on rentre dans une nouvelle relation. Oui, c'est fini la France-Afrique. Oui, la France-Afrique, elle est morte toute seule. Mais en revanche, aujourd'hui, pour que la France puisse continuer à exister, parce qu'elle est en train de s'appauvrir, à l'heure actuelle, la France, elle doit rentrer dans de nouveaux partenariats avec les pays africains. Mais des partenariats win-win, pas des partenariats où on domine, où on montre qu'on est les plus forts, etc., etc. C'est là où la diaspora, elle est vraiment importante. Oui. La diaspora, elle est importante. Elle a envie de travailler avec toi, ma sœur Blanche. Elle a envie de travailler avec aussi peut-être le Japon. Elle a envie de travailler peut-être avec la Chine, peut-être avec la Russie. En fait, aujourd'hui, elle peut avoir plusieurs partenaires avec qui travailler et ça ne doit pas poser de problème à la France. Vous êtes investi, vous, un petit peu? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, justement? Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai réintégré une école d'ingénieur, l'ISEP, où je suis sortie diplômée. J'ai travaillé à la CNIL, donc tout ce qui est protection des données, conformité, c'est quelque chose que je maîtrise bien, que je connais bien la réglementation, le RGPD, et les différentes lois, par exemple la loi de programmation militaire, NIS 2, la législation DORA, etc. Et j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur français en tant que conseiller métier à la sécurité numérique et je dépendais de la direction générale de la police nationale, puisque dans le service où je travaillais, qui s'appelle le SSMSI, c'est là où on faisait les services de la statistique de la sécurité intérieure. Et j'ai envie qu'en Afrique aussi, on puisse utiliser ce type de données pour pouvoir assurer une meilleure sécurité des populations en Afrique. Vous savez déjà comment vous allez pouvoir peut-être mettre à profit ce savoir-faire pour les populations africaines? En fait, il y a l'une des problématiques, c'est qu'au niveau des données personnelles, le continent africain n'est pas suffisamment outillé au niveau de la réglementation pour pouvoir protéger les données des Africains.
Et ça, c'est une chose essentielle sur laquelle on doit travailler pour pouvoir sécuriser les données personnelles des Africains. Aujourd'hui, tout se joue sur le digital. Les mamans vendent même leurs produits à partir de leur téléphone. Et il est important que les données personnelles des Africains soient aussi bien protégées que les données personnelles des Américains, des Européens. Par exemple, il faut que vous sachiez que les Africains payent beaucoup plus cher leur connectivité à l'Internet qu'aujourd'hui les jeunes Européens. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Peut-être amener aussi de nouveaux opérateurs, non? Oui, pourquoi pas des nouveaux opérateurs. En fait, on est dans un monde, on est dans une économie qui est multidiversifiée. Donc on ne peut plus avoir qu'un seul partenaire, travailler qu'avec un seul pays. C'est pas ça, ce n'est plus le monde d'aujourd'hui. Et ensuite, aujourd'hui, il y a l'IA, il y a le quantique, il y a toutes ces choses-là. Eh ben, on ne peut plus rester qu'avec un seul partenaire. Mais il y a aussi la fracture numérique, elle est aussi réelle. Oui, la fracture numérique, elle est réelle, mais justement, c'est des forums comme celui-là où on doit travailler pour effectivement réduire cette fracture numérique. Merci beaucoup. Alors, pour les gens qui ne croient pas au miracle comme vous, expliquez-nous comment vous avez provoqué quelque part ce miracle. Non, les miracles ne se provoquent pas, c'est-à-dire que les miracles est établi. Vous voyez, quand, permettez-moi de parler de la fertilité de la femme ou la fécondation de l'enfant. On ne sait pas comment ça se passe. Donc quand la sémence est entrée, on sait que ça va se féconder. Et le fœtus deviendra un bébé. C'est pour dire qu'en Afrique, quand on a commencé son fœtus d'affaires, on est rassuré que ça va marcher. C'est ça les miracles. Il se plane une sorte de fertilité dans les airs d'Afrique et beaucoup plus dans mon pays, au Congo. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez réussi à lancer votre entreprise sans avoir recours à aucun crédit. Alors, pour la petite histoire, quand je commence, je fais recours au crédit. Je cherche des mains d'association. Tout était lourd, ça n'avançait pas. Mais à côté, je faisais avancer mes pas. Je tendais la main aux associés, j'ai demandé d'associer, j'ai demandé de crédit. Ça ne venait pas. Et dans ces miracles, j'étais en train d'avancer d'un petit pas jusqu'à ce qu'on rencontre comme je suis dans l'import et export, je rencontre des clients qui viennent, qui vous disent « Ok, je vais préfinancer ». Alors, ils vous donnent les moyens. Vous travaillez, vous avez vos honoraires et vous avez résolu le problème. Et c'est comme ça qu'on a avancé, au point où on a commencé à avoir des demandes de crédit, des banques qui viennent nous demander, nous proposer de crédit, ou alors certains qui n'ont pas voulu de l'association hier viennent nous demander aujourd'hui d'être associés. Mais après, aujourd'hui ça se vend plus cher les parts. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la zone de libre-échange ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Est-ce que vous en avez peur ? Non, on n'en a pas peur parce que les ressources que nous avons, même si on importait peu, on va exporter beaucoup. La zone de libre-échange est très importante, devrais-je dire, parce qu'elle va faciliter beaucoup de choses. Monsieur, je crois, le docteur Diambilay, où il y a un intervenant qui a donné l'exemple. Monsieur Thierry, je pense. Tiki. D'un ancien président qui parlait de la monnaie qu'il avait en France. Quand il circulait l'Europe, la monnaie perdait sa valeur. Je vais vous donner un exemple. Ici, dans mon pays, on utilise encore le dollar. Quand je ramène 500 $ ici, en Europe, ce n'est pas 500 €. C'est moins que 500 €. Et je perds presque 80 ou 90 $. Aujourd'hui, ma monnaie n'est pas utilisée dans d'autres... La monnaie de mon pays n'est pas utilisée dans d'autres pays. Allez-y comprendre que si je sortais avec le franc congolais, déjà que ça s'appelle franc congolais. Donc je ne l'utilise pas en Tanzanie, en Zambie, au Gabon,
en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et la zone des libre-échanges va non seulement faciliter en termes de monnaie, mais en termes des échanges de produits, parce que c'est pourquoi je dois payer en importation ou en exportation dans la même zone. Demain, je ne fais pas ça. Vous comprenez qu'elle est en tout cas très importante pour nous qui sommes dans les affaires. Le fait que ce soit à la base un peu une idée de Bruxelles, ça ne vous inquiète pas? Je n'ai pas très bien compris. De Bruxelles, en fait, de Bruxelles. Qu'est-ce qui est de Bruxelles? L'idée, en fait, d'une zone de libre-échange. Non, non, l'idée, peu importe d'où ça vient, même si ça venait du diable. Si l'idée est bonne, pourquoi ne pas l'appliquer? Je pense que... Il faut prendre des précautions quand même, non? Bien sûr, parce qu'elle doit être, l'idée doit être analysée, étudiée, mûrie et adaptée selon le modèle de l'espace. Donc on ne va pas pratiquer la zone de libre-échange comme ça s'est fait en Europe, parce qu'il y a des réalités africaines auxquelles il va falloir s'adapter. Mais l'idée reste bonne. C'est comme le mariage, ça reste bon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de voir que le Diambilai Business Center a réussi à rassembler pendant toute cette journée au Palais des Sports l'excellence africaine, que ce soit les entrepreneurs, les investisseurs, que ce soit les personnes qui ont des idées ou celles qui les appliquent déjà. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Afrique est en marche, que l'Afrique est en mouvement et que c'est ensemble que nous pouvons transformer notre continent et c'est ensemble que nous pouvons apporter nos expertises et faire en sorte que enfin les nouvelles générations aient de l'espoir pour leur avenir.